Je tiens à remercier l'association AMG Maroc de m'avoir invité à partager avec vous cette notion de prescription des anxiolytiques et antidépresseurs. Je ne dirais pas en médecine générale, mais bon, je pense que toutes les spécialités sont concernées par cette prescription. Et que malheureusement, on voit que plus de prescriptions d'anxiolytiques que d'antidépresseurs. Aussi bien les gastro-entérologues, les cardiologues, etc., quand ils ne trouvent rien, donc on voit sur les ordonnances, parfois même quand ils trouvent quelque chose, on trouve sur les ordonnances des anxiolytiques. Et qu'on n'évalue pas la gravité des anxiolytiques par rapport aux antidépresseurs. On a plus peur des antidépresseurs, je ne sais pas votre opinion, mais on a plus peur des antidépresseurs que des anxiolytiques. Alors qu'en fait, en réalité, les anxiolytiques, comme vous allez voir, ils ont plus d'effets indésirables, plus de risques, surtout de dépendance. Donc, il faut absolument les prescrire avec beaucoup de précautions. Vu le temps qui m'a été imparti, moi, je vais essayer d'aller plus vite. Je vais essayer d'aller plus vite et vraiment se baser sur l'essentiel que peut voir le médecin généraliste. Mais bon, je dis médecin généraliste, mais toutes les autres spécialités peuvent être confrontées à cette situation. Et que la première des choses qu'on est confronté, qu'en est-il quand on voit un patient anxieux, qu'on voit tous les jours, ou un patient dépressif, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la prescription? Déjà, la première des choses, comment peut-on faire la différence entre un anxieux, une personne anxieuse et une personne dépressive? Et là, vous voyez un petit peu quelques différences. Je ne sais pas de pointeur. Donc, quelques différences. Déjà, vous voyez syndrome. Syndrome anxieux et syndrome dépressif. Quand vous m'envoyez un patient et vous me dites, je vois ce patient tel ou tel qui présente un syndrome anxieux, je dois absolument faire le diagnostic nosographique, étiologique. Si vous m'envoyez patient, vous me dites, présentant un syndrome dépressif, ça veut dire que je dois absolument faire un diagnostic étiologique. On ne sait pas. La dépression peut rentrer dans plusieurs cadres, donc nosographiques. Je dois absolument chercher le cadre nosographique dont rentre cette dépression. Et la thérapeutique change complètement. C'est comme si je vous dis syndrome fébrile. Syndrome fébrile, ça ne veut rien dire. Vous devez absolument chercher l'origine de cette fièvre. Par contre, si vous me prescrivez, je vous envoie ce patient présentant un trouble dépressif ou un trouble anxieux, ça veut dire pour moi, vous avez tranché, il n'y a pas d'autre étude que si on est dans le cadre d'une maladie. Et je dois traiter en tant que trouble anxieux ou trouble dépressif. Alors, quelques éléments là qui peuvent orienter. Déjà, l'insomnie d'endormissement, elle est plus fréquente. Quand vous avez un souci, il y a plus, vraiment, vous avez un problème d'endormissement. Et donc, dans l'anxiété, il y a plus d'endormissement par rapport aux personnes dépressives qui se réveillent très tôt le matin, vers 3-4 heures du matin, voient leur avenir noir, ils ne voient plus l'horizon et, par conséquent, risquent de passage à l'acte, même donc très tôt le matin. La somatisation, vous voyez qu'elle est très fréquente. La somatisation, troisième en bas, le marqueur ne marche pas, c'est que sa somatisation est très fréquente. Et vous voyez des patients qui somatisent. On disait que syndrome de Kulchit, ça veut dire Kulchidarro. Et donc, parce qu'on n'arrive pas, ils somatisent. Et dans ce cas-là, il faut voir, est-ce que je suis dans un cadre d'anxiété ou c'est une personne anxieuse? Il veut faire des choses, mais il se voit vraiment, il y a des choses qui le dérangent. Ou bien un dépressif qui somatise, qui n'a plus d'avenir, qui ne veut plus, il voit tout en noir, il est triste. Et donc, deux choses différentes. Et le traitement varie. Alors, dans l'anxiété, il y a une enquête qui a été faite au Maroc en 2003 donc, par le ministère de la Santé et qui voit un petit peu les troubles anxieux, la fréquence des troubles anxieux dans la population générale, la prévalence du trouble anxieux en population générale. Et vous voyez, l'attaque de panique, 3 à 5,6%. C'est une pathologie très fréquente, le trouble panique. Et c'est une pathologie que vous allez voir, que vous avez vue, et qui sont vus par les médecins, aussi bien les généralistes aux urgences, dans les cabinets ou par les cardiologues. Et malheureusement, ces patients-là, d'attaque de panique ou trouble panique, ils passent par toutes les spécialités, cardiaques, pulmonaires, neurologiques, scanners, etc. Pourquoi? Parce que le tableau clinique, il est fait par une triade. D'abord, c'est une peur.
c'est une peur sans raison, avec des manifestations physiques, le cœur qui bat fort, une tachycardie, des précordialgies, ils sont étouffés avec une dyspnée. Mais la différence par rapport aux crises d'asthme, c'est une dyspnée inspiratoire dans l'attaque de panique. C'est une dyspnée inspiratoire, contrairement aux dyspnées expiratoires qu'on peut voir dans l'asthme. Et donc, vous voyez l'attaque de panique, 3 à 5,6%, très fréquente comme pathologie. Et le trouble panique, 1,5 à 5%. Déjà, il faut faire une différence entre l'attaque de panique et trouble panique. Pourquoi vous devez faire la différence? Parce que le traitement est totalement différent. Le traitement de l'attaque de panique, ça veut dire, je fais faire une crise d'angoisse aiguë, mais ça y est, ça va disparaître. Le traitement, il est à base de benzodiazépines, des anxiolytiques, uniquement. Par contre, un trouble panique, c'est des attaques de panique répétitives. C'est-à-dire, il va faire une crise, au moins 4 crises pendant 4 semaines. Retenez 4. Au moins 4 crises pendant une période de 4 semaines. Si je demande à mon patient, ça fait combien de temps que vous avez ces crises? Il me dit, eh bien, ces dernières semaines, tous les jours. Et donc, si ça dépasse 4, c'est un trouble panique et le traitement de fond, c'est les antidépresseurs. Attaque de panique, crise d'angoisse aiguë, c'est les benzodiazépines. Un trouble panique, répétition d'attaque de panique, c'est les antidépresseurs. Le traitement d'emblée d'attaque de panique, je ne dépasse pas 1 mois. Les benzodiazépines. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. La prescription des anxiolytiques, des benzodiazépines, ne doit pas dépasser combien? 12 semaines, 3 mois au maximum. 3 mois au maximum le benzodiazépine. Donc, pour l'attaque de panique, je prescris une benzodiazépine et que j'arrête au bout d'1 mois. Par contre, quand je suis devant un trouble panique, je vais prescrire un antidépresseur. La durée de traitement, c'est 9 à 12 mois. 9 à 12 mois en cas de trouble panique. Alors, les anxiolytiques, si je prescris attaque de panique ou autre, je vais prescrire un anxiolytique. Retenez que les anxiolytiques, tous les anxiolytiques, ils ont les 5 caractéristiques. Ils sont anxiolytiques, bien sûr, hypnotiques, amnésiantes, anticonvulsivantes, myorelaxantes. C'est pour ça qu'on les donne en cas d'épilepsie. Alors, mais les anxiolytiques diffèrent. Tous les anxiolytiques diffèrent en fonction de délai d'action, l'action courte ou action prolongée. Il y a l'action courte, action intermédiaire ou action longue. Supposons même le délai d'action varie en fonction de l'anxiolytique. Si j'ai un patient, si mon patient, par exemple, il a un problème d'endormissement, je vais lui choisir un anxiolytique dont le délai d'action est rapide. Supposons que j'ai une personne qui se réveille, il s'endort facilement, mais qui se réveille 3h, 4h du matin. Je vais choisir la molécule dont le délai d'action a tel ou tel. Il y a une grille de choix de molécules. Et quand vous voulez prescrire les anxiolytiques, faites attention aux anxiolytiques à demi-vie courte. Ils donnent plus de dépendance par rapport aux anxiolytiques à demi-vie longue. Les anxiolytiques à demi-vie courte donnent plus de dépendance que les anxiolytiques à demi-vie longue. Ceci va me pousser à dire, quand j'ai un patient, et vous recevez tous les jours les patients qui sont toxicomanes, addicts, et je vais vous en parler tout à l'heure. Quand vous avez un patient toxicomane au benzo, qui consomme plus de benzo, substituez, s'il a une molécule à demi-vie courte, vous allez la substituer avec une molécule à demi-vie longue. Pourquoi? Parce que s'il prend une demi-vie courte, il va avoir la répétition, parce que le délai va partir. Et donc, par contre, à demi-vie longue, le temps d'action est long, et vous allez prescrire vraiment quelques molécules, quelques doses pendant la journée. Vous me suivez? Très bien. Alors, les indications, crise d'angoisse, on en a parlé, attaque de panique. Je dis bien crise d'angoisse, attaque de panique, pas trouble panique. Trouble panique, je vais prescrire antidépresseur. Très bien. Insomnie d'endormissement, le sevrage de l'alcool. Quand vous avez une personne qui est dépendante à l'alcool, obligatoirement, vous allez prescrire 2 benzodiazépines. Obligatoirement. Pourquoi? Parce que c'est un sevrage au benzodiazépine ou à l'alcool. 2 risques. 2 risques pour le sevrage à l'alcool. Risque de gravité, délirium tremens. Deuxièmement, crise convulsive, crise d'épilepsie.
voire syndrome confusionnel. Et donc, je suis dans l'obligation de prescrire une benzodiazépine. Supposons en cabinet, je vais prescrire pour éviter le délirium tremens, etc. Je ne connais pas l'état du foie. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois prescrire une benzodiazépine. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir parmi la liste des benzodiazépines les molécules qui passent pas, qui n'ont pas de catabolisme actif au niveau du foie. Parmi ces molécules, deux choses, Seresta et Temesta. Seresta n'existe pas au Maroc, vous avez le Temesta qui n'a pas, même si vous n'avez pas une idée sur l'état hépatique, vous pouvez le prescrire. Alors, l'hypersensibilité aux produits, insuffisance hépatique, je vous dis, bon voilà, il faut choisir les molécules qui n'ont pas de catabolisme actif, insuffisance respiratoire et myasthénie, syndrome d'apnée de sommeil, bien sûr. Dans ces situations, vous n'êtes pas en droit de prescrire les benzodiazépines. Les dépendances, donc les effets indésirables, dépendance, sédation, apathie et dépendance. Si vous êtes devant un patient, vous êtes déjà confronté à avoir un patient qui est toxicomane. Aux benzodiazépines, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Dans un premier temps, il ne faut pas arrêter brutalement, les benzodiazépines. Si quelqu'un consomme les benzodiazépines et il vient vous voir pour le sevrage, n'arrêtez pas brutalement les benzodiazépines. Vous allez substituer les benzodiazépines à demi-vie courte par une benzodiazépine à demi-vie longue. Et vous allez réduire de 25 à 50% la dose qui prend ce patient. D'accord? Et vous allez réduire progressivement tous les 10 à 15 jours. Tous les 10 à 15 jours, vous allez réduire de 25%. Ça peut prendre 1 mois ou 2 mois, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous avez un objectif d'arrêter les benzodiazépines. La durée de prescription, on en a parlé, donc 12 semaines. Vous ne devez pas dépasser 12 semaines de prescription au maximum des tranquillisants. Les complications, l'arrêt brutal, bien sûr, toxicomane, sevrage et confusion. Ça, j'en ai parlé. Une prescription particulière quand même que vous devez garder. Personne âgée. La personne âgée, donc, il y a une baisse de l'excrétion rénale. Et dans ce cas-là, il faut choisir les molécules. Donc, il faut réduire à moitié et choisir les molécules, les benzodiazépines à demi-vie intermédiaire. Vous référez au tableau que j'ai fait et vous choisissez la molécule que vous voulez. La femme enceinte pose problème également. Et généralement, beaucoup de choses, on dit, est-ce qu'on va donner, est-ce qu'on ne va pas donner? Vous êtes en droit de donner le Temesta ou Seresta chez la femme enceinte. Sauf pendant le dernier trimestre, les 2 derniers mois, essayez d'arrêter les benzodiazépines. Parce que, il y a un risque pour le fœtus. La femme allaitante peut prendre le Temesta. Il passe très peu au niveau du lait maternel. Donc, c'est quelque chose de pratique. Vous devez le donner. Est-ce qu'on va sevrer? Non. Le Temesta, vraiment très peu au niveau du lait maternel, on peut le donner. L'insuffisance rénale et hépatique, je vous ai déjà parlé, les 2 molécules qui n'ont pas de catabolisme actif. Les traitements de sous-type, vous vous souvenez, on a dit qu'il y a l'attaque de panique, il y a l'anxiété généralisée, il y a la phobie. Et donc là, ce tableau résume un petit peu dans le tag, phobie sociale, d'abord le TP, trouble panique, phobie sociale, le tag, le TOC, l'état de stress post-traumatique et la boulimie. Les douleurs neuropathiques. Alors là, vous voyez un petit peu les différentes molécules qu'on peut donner. Et que vous voyez dans les douleurs neuropathiques, on parlait de douleurs, auparavant on prescrivait les tricycliques, l'aroxyl, d'accord? L'aroxyl surmonté des tricycliques. Mais généralement, si vous prescrivez les tricycliques, il faut éviter en ambulatoire, il faut éviter les contre-indications qui sont nombreuses. Adénome de prostate chez un homme, infarctus du myocarde récent, glaucome à angle fermé et troubles auriculo-ventriculaires. Il faut les éviter. Maintenant, on est plus en mesure de prescrire des inhibiteurs de la récapture de sérotonine, de noradrénaline, de l'oxytine, d'accord, qui est indiqué, l'Irica également, dans les douleurs périphériques. Antidépresseur, et en même temps, il est indiqué dans les douleurs neuropathiques sécrètes. Les autres molécules, quand vous trouvez plus, ça veut dire que c'est une indication dans ce cas-là. Ça, c'est les molécules qu'on dispose également dans les troubles anxieux. Et je pars rapidement pour la dépression. Alors, dans les troubles, l'Organisation mondiale de la santé, il situe la dépression en 2e position après les maladies cardiovasculaires en 2020. Je vous dis que déjà maintenant, il se situe en 2e position dans les 2e position après les maladies cardiovasculaires. Et
et que la majorité des patients qui consultent en médecine générale, un patient sur 5 présente une dépression. Et que nous avons fait des études à l'échelon national au niveau des centres de santé. Et que, voilà une étude qui est récente, et qui montre la prévalence des troubles donc dépressifs dans les soins de santé de base. Une autre étude, 2015, qui montre un petit peu également le pourcentage des patients consultants à l'échelon national au niveau des soins de santé de base. Notre étude qui montre, date 2016, les idéations suicidaires et les dépressions chez les patients consultants dans les soins de santé de base. Pour vous montrer que c'est une pathologie très fréquente, et que vous êtes vraiment confrontés à traiter ce type de patient. Plusieurs types d'antidépresseurs. Quand vous dépistez une dépression et que le patient vient de lui-même demander des soins, vous êtes en mesure, il faut absolument traiter. Et vous avez le choix des molécules. Si je commençais par les inhibiteurs de la récapture de sérotonine, c'est les molécules de choix que vous devez actuellement. Parce qu'ils ont peu d'effets indésirables et peu de contre-indications et peuvent être prescrits en ambulatoire. Et que, voilà, les citalopram, la sertraline, les fluoxétine, paroxétine, vous avez les indications et vous avez les doses. J'attire votre attention. Dans les dépressions, les doses qu'on donne des dépressions sont des doses moins fortes par rapport que les doses qu'on donne dans les troubles anxieux. Ça peut vous paraître un peu surprenant. Et que la durée de traitement dans la dépression, elle est moindre par rapport à la durée de traitement dans les troubles anxieux. La dépression, c'est 6 à 1 année. Les troubles anxieux, c'est généralement 9 à 12 mois. Et les doses qu'on donne dans les troubles anxieux sont plus élevées. Si vous traitez avec un comprimé ou une gélule, les troubles anxieux, soyez sûr, un TOC, ça ne va pas guérir. On donne 2 à 3. Généralement, dans les dépressions, on ne dépasse pas 2. Donc, les inhibiteurs de la récapture de sérotonine et de noradrénaline, ça, c'est les différentes classes. Les inhibiteurs de la récapture de la noradrénaline et de la dopamine. Alors, ces deux classes, sérotonine et noradrénaline. Sérotonine, noradrénaline et dopamine. Les molécules noradrénergiques, retenez bien ça, s'il vous plaît. Les molécules noradrénergiques, quand vous avez un patient qui présente des plaintes somatiques multiples, essayez de prescrire les molécules noradrénergiques. Ils sont plus efficaces que les autres molécules. Quand vous avez des patients qui somatisent avec plaintes somatiques multiples, donnez les molécules, les inhibiteurs de la récapture de la noradrénaline. Les tricycliques, je les ai mis en dernière position. Ils sont efficaces, mais beaucoup de contre-indications. Ils ne sont plus maintenant en première ligne, presque en première ligne. Généralement, nous, à l'hôpital, on les prescrit pour les dépressions sévères, parce que c'est les seuls qui existent au Maroc en perfusion. Les autres n'existent pas en perfusion au Maroc. Donc, on a souvent recours à les prescrire en perfusion. Donc, ils sont prescrits dans les dépressions, mais également maintenant dans les troubles paniques, mais dans les indications également non psychiatriques. Dans les indications non psychiatriques, l'énurésie de l'enfant, les algies rebelles et l'éjaculation précoce, vous pouvez prescrire les antidépresseurs. Alors, je passe les effets indésirables. Ça, c'est des tricycliques. Alors, ordonnance type de troubles dépressifs, par exemple, vous pouvez prescrire, je prescris comme ça, le Séroplex, inhibiteur de récapture de sérotonine, mais vous choisissez la liste du tableau, ce que vous voulez, 1 comprimé à 2 comprimés par jour. Si je suis devant une dépression, je commence par 1 comprimé et je dois revoir mon patient au bout d'1 semaine. 1 semaine. Pourquoi? Parce que dans la dépression, au bout d'1 semaine, il y a levé d'inhibition et risque de passage à l'acte suicidaire. Donc, vous le voyez, s'il n'y a pas d'effet indésirable, s'il n'y a pas de levée d'inhibition, s'il n'y a pas un virage maniaque, c'est-à-dire il est dépressif, mais rapidement, il peut passer dans l'état d'excitation. Vous allez prescrire. Et puis, 2-3 semaines, vous allez avoir une réponse. Si au bout de 2-3 semaines, vous n'avez pas de réponse, vous allez augmenter la dose. Si vous ajoutez encore 1 semaine et il n'y a pas d'amélioration, vous changez de famille, de molécules. Trouble anxiété généralisée et anxiété sociale. Un trouble panique, également une ordonnance type. L'énurésie de l'enfant, vous prescrivez, les tricycliques sont indiqués,
Vous pouvez, bon, les sprays, le mini-rin spray, etc., mais le tofranil également, il est indiqué. Modalité de prescription, toujours prescrivez progressivement, d'accord, et augmenter la dose, attendre 15 jours dans les dépressions avant de changer de molécule. Le délai d'action, je vous ai déjà parlé qu'il est court, donc 2 à 3 semaines dans les dépressions, 4 à 6 semaines dans les troubles anxieux. La dépression, la durée de traitement, 6 mois à 1 an. Dans les troubles anxieux, 9 à 12 mois. Ça, c'est les recommandations internationales. L'arrêt de traitement, bien sûr, quand vous avez un patient sous antidépresseur, on vous a toujours dit, bon voilà, il n'y a pas de dépendance, il faut arrêter progressivement l'antidépresseur. 1 jour sur 2, si c'est sécable, 1,5, sinon 1 jour sur 2. Et que, des cas particuliers, ça, je vous demande vraiment de retenir ça parce que vous allez être convaincu. Vous mettez ça devant vous, vous prescrivez ce que vous voulez. Excusez-moi, professeur, votre temps d'intervention est fini. صافي ندير هادو ونكمل سينو نحبس اللي بغيتي ما كاين حتى مشكل اللي بغيتي يا لاله ما عنديش المشكل. Alors, je termine. Alors, la grossesse, vraiment, quand vous avez une femme enceinte et dépressive, vous avez le choix de ces molécules. Mais évitez surtout la paroxétine et les tératogènes. Ne prescrivez pas de paroxétine chez la femme enceinte. Les anxiolytiques, vous avez là ce que vous allez choisir. En cas d'insuffisance hépatique, vous avez à choisir la méoncérine, la paroxétine, parce que vous serez confronté à un patient qui est dans gastro-entérite ou qui déprime, qui vous appelle ou qui vient vous voir. Qu'est-ce que je prescris? Elle est dépressive. Vous avez le tableau devant vous, vous prescrivez avec toute aisance. Cardiopathie, vous avez la gomélatine, la duloxétine, la méoncérine, la mertrazapine et les inhibiteurs de la récapture sérotonine. La personne âgée, également, vous êtes dépressive et âgée, qu'est-ce que vous devez faire? Les tricycliques sont contre-indiqués. Ils vont aggraver beaucoup de choses sur le plan cardiaque et sur le plan s'il y a des tremblements. L'insuffisance rénale, qu'est-ce que vous allez prescrire? Ça, c'est des cas particuliers que vous devez vraiment connaître. L'allaitement, en cas d'allaitement, elle est dépressive, en même temps il arrête, il fait le sevrage ou pas, vous avez le choix des molécules. Donc, et puis ça, c'est un tableau que je vous demande de retenir. Il est souvent, on parle de dépistage vraiment femme enceinte. Une femme enceinte qui a fait un cancer, par exemple, du sein, et qui est sous traitement, tamoxifène, et qui vient vous voir parce qu'elle est dépressive. Si vous prescrivez la paroxétine ou la fluoxétine, vous annulez l'effet de tamoxifène. L'effet du tamoxifène est annulé avec ces molécules. Et donc, votre femme n'est pas protégée. Vous avez en vert, en jaune, ce que vous devez prescrivez, d'accord, sans aucun problème. Évitez ce qui est en rouge, vous allez annuler l'effet du tamoxifène. Je vous remercie. Merci, professeur, pour votre exposé court et précis. Je laisse la parole à la salle pour quelques questions. Bonjour, le professeur Ounès. On entend parler de quelques malades et déprimés chroniques. Je connais des personnes qui sont suivies en service de psychiatrie il y a 3 ans et qui sont sous traitement antidépresseur. À chaque fois qu'ils essayent de réduire la dose, le patient reprend. Quel est votre avis? C'est la première question. Ma deuxième question, on parle d'un effet thrombotique des tricycliques. Je connais une vieille femme qui est sous tricyclique, ludiomyl, et qui a fait une embolie pulmonaire. On est en train d'incriminer le ludiomyl. Quel est votre avis? Alors, pour la première question, c'était pour les dépressions chroniques. Moi, je pense que c'est un cas quand même particulier. C'est l'apanage du spécialiste. Parce que si c'est une dépression, d'abord une personne qui prend régulièrement son traitement, à dose efficace pendant une période vraiment adaptée et qu'il n'y a pas d'amélioration, il faut soit changer, soit associer un autre antidépresseur. Donc, il peut être mis sous 2 antidépresseurs. Alors, deuxième chose, s'il s'améliore et il y a des rechutes, il faut ajouter un régulateur de l'humeur.
est un régulateur de l'humeur mieux qu'un antidépresseur. Parmi les régulateurs de l'humeur les plus indiqués dans les dépressions chroniques, c'est l'amotrigine. Pardon? Le nom commercial. C'est l'amictal ou Sinax. Deuxième question. Les IRS, oui, effectivement, pour les IRS, ils ont un effet thromboembolique, mais pas les tricycliques. S'il vous plaît, professeur, vous avez dit que le Temesta est permis chez la femme enceinte. Oui, Et vous avez dit qu'on arrête les 2 derniers mois. Est-ce qu'on arrête progressivement ou là d'un seul coup? vous allez arrêter, si vous êtes sous faible dose, 1 mg, vous pouvez arrêter brutalement. Si vous êtes sous forte dose, vous allez arrêter progressivement. Et s'il était avec un antidépresseur aussi? L'antidépresseur, ça dépend de quel type d'antidépresseur. Les tricycliques en Les général. tricycliques, on ne l'arrête même pas. Merci. S'il vous plaît, pour débuter, vous avez parlé qu'il faut commencer par d'autres, qu'on peut commencer par un demi-comprimé pendant 6 à 10 jours. Et pour l'arrêt, est-ce que c'est la même chose? Il faut aller progressivement pour les comprimés sécables, un demi-comprimé, les non sécables, 1 jour sur 2, vous avez dit la durée. J'ai pas entendu. Donc, pour débuter et pour arrêter l'antidépresseur. Pour débuter, oui, Oui, il faut commencer par une petite il dose. faut commencer par une petite dose, augmenter progressivement, et au bout de 10 jours, vous revoyez votre patient pour dépister s'il n'y a pas d'effet indésirable, et en même temps pour voir l'effet de levée d'inhibition qui apparaît 7e, 10e jour. L'effet antidépresseur, si on est en train de traiter une dépression, ça va apparaître au bout de 15 à 21 jours. Pour l'arrêt, une fois que la personne s'est améliorée, pour l'arrêt, on va diminuer progressivement pour un délai donc de 2 à 3 semaines. Et on arrête. D'accord, merci. Merci. Donc, j'appelle. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Rapidement, s'il vous plaît, c'est la dernière question. Merci. Merci, professeur, pour votre brillante exposition. Concernant l'énurésie, l'autofranil, à partir de quel âge on À partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Oui. D'accord, merci. Donc voilà, notre plénière s'achève et j'appelle le docteur Bellamou Mohamed pour remettre le trophée MG Maroc du 9e congrès au professeur Onnes.